Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Autour du monde de ce Proche-Orient. On va passer en revue les derniers développements dans la région avec le Yémen et les rebelles chiites Houthis qui sont soutenus par l'Iran et qui ont violé la trêve entrée en vigueur mardi soir au Yémen, a déclaré aujourd'hui la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Les milices Houthis ont violé la trêve, a affirmé la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA, qui fait état de 12 cas de violation du cessez-le-feu le long de la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen et au Yémen même. Pour autant, la coalition réaffirme son plein attachement à la trêve humanitaire et à la retenue, ajoute le communiqué. Les rebelles Houthis et leurs alliés s'étaient engagés à respecter une trêve humanitaire proposée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les États-Unis afin de permettre la distribution d'une aide dans le pays où la situation humanitaire a été qualifiée de catastrophique mercredi par l'ONU. Selon la coalition, 5 cas de violation du cessez-le-feu ont eu lieu à l'intérieur du Yémen, dont des tirs de roquettes et d'artillerie en direction de la ville de Dalah, au sud, où des affrontements se poursuivaient. À Lodr, une autre ville du sud, la coalition a dénoncé des tirs d'armes lourdes et une occupation. Des mouvements de troupes et de matériel et des tirs d'artillerie et de roquettes ont également eu lieu dans la province d'Aden, ajoute le communiqué. La coalition a aussi évoqué le meurtre d'un grand nombre d'enfants et de femmes dans la province de Taïz et des mouvements rebelles dans la province de Chabwa. L'Arabie Saoudite a dénoncé des tirs d'obus ou de roquettes le long de sa frontière avec le Yémen contre ses provinces de Najran et Jazan et a fait état de 4 tirs de snipers et de 2 tentatives d'infiltration. Les bombardements en provenance du Yémen ont tué 12 personnes du côté saoudien dans la semaine précédente le cessez-le-feu. L'Arabie Saoudite a pris le 26 mars la tête d'une coalition contre les rebelles Houthis qui menaçaient de prendre le contrôle de l'ensemble du Yémen frontalier du royaume pétrolier. Passons en Syrie avec les terroristes du groupe Daesh qui ont pris au régime syrien une grande partie d'une localité située sur une route stratégique de la province de Homs, dans le centre du pays, après des combats ayant fait 48 morts. Parallèlement, les forces gouvernementales et combattants du Hezbollah ont capturé le plus haut sommet du Qalamoun sur la chaîne montagneuse séparant le Liban de la Syrie. Dans la province de Homs, l'organisation terroriste Daesh s'est emparée de larges pans de la localité d'Al-Sokhna et de ses environs après des combats déclenchés dans la nuit, a déclaré mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le gouverneur de Homs a confirmé que les terroristes étaient entrés dans certains quartiers de la ville et que l'offensive de Daesh se poursuivait. Située au nord-est de Damas, cette ville se trouve sur l'autoroute reliant Deir ez-Zour, place forte de Daesh, à Palmyre, l'un des joyaux archéologiques du pays. Al-Sokhna est aux mains du régime depuis octobre 2013, tout comme Palmyre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'au moins 28 morts parmi soldats et supplétifs et 20 dans les rangs des terroristes de Daesh, outre 100 blessés des deux côtés dans les combats. Une source de la sécurité syrienne a précisé que l'offensive avait également visé la périphérie nord et nord-est de Palmyre. La capitale provinciale de Homs est sous le contrôle quasi total du régime. Mais les insurgés et Daesh sont fortement présents dans les régions rurales et désertiques. Selon une source syrienne à Qalamoun, les forces syriennes et combattants du Hezbollah ont pris le contrôle total de la hauteur stratégique de Talet Moussa. Selon l'OSDH, la prise de cette hauteur est un vrai progrès pour le régime et le Hezbollah. Dans la région d'Idlib, les combats se poursuivaient dans la région de Jisr al-Shourour, où l'armée essaye de faire la jonction avec des soldats bloqués dans l'hôpital de la ville.
passons en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu ou a adressé un discours au peuple égyptien ou à la nation où il a expliqué les réalisations égyptiennes ou bien de son gouvernement durant les 10 derniers mois, ou bien durant son règne ou bien sa venue à la tête du pays. Il a parlé au peuple égyptien de beaucoup de problèmes et des moyens de faire face à ces problèmes. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Assam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonjour. Bonjour. Alors, tout directement, comment vous analysez ce discours de la part du président de la République? Eh bien, c'est-à-dire, bon, on va, comme vous venez de dire, il a touché presque tous les dossiers importants, c'est-à-dire que nous étions en face d'un orateur qui est en train de tenir sa promesse, c'est-à-dire que je vous ai promis et maintenant je vous montre, je vous passe en revue toutes les réalisations que nous avons pu faire durant les 9 derniers mois ou les 10 derniers mois du mandat présidentiel. Oui, c'est bon. Donc ça veut dire que le discours porte sur, par exemple, le dossier économique, mais il y a 3 dossiers plus importants, c'est-à-dire qui vraiment sont dignes d'une bonne analyse de discours. C'est la corruption, et la corruption, bien sûr, c'est important. Il y a aussi touché le dossier, à mon avis, à part l'économie, c'est le terrorisme, la sécurité, le terrorisme, et puis après la santé. Certainement les projets économiques, notamment après le sommet de Sharm el-Sheikh, puis après les réalisations, les conséquences de ce sommet. Eh bien, pour la corruption, ce qui vraiment retient l'attention, il a dit, bon, notre objectif, c'est-à-dire, il ne vous dit pas exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que les modalités ou le comment, mais le discours porte sur l'objectif et nous avons pu réaliser 1, 2, 3, 4. Par exemple, pour combattre la corruption, il a commencé par reconnaître un fait. La corruption existe dans la structure administrative de l'État, c'est vrai, mais il est très difficile d'éradiquer complètement la corruption. Et pour éradiquer la corruption, notre but actuel, nous travaillons pour atteindre ce but. Quel est le but? C'est neutraliser tout élément humain dans la structure. Parce que, par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, du gaz, c'est la bonbonne de gaz, tout le problème vient du fait qu'il y a un élément humain qui doit transporter la bonbonne de gaz chez vous à la maison, donc vous êtes obligé de traiter avec le marché noir. Mais nous essayons, par exemple, avec des cartes ou avec l'intervention des institutions de l'État ou bien des entreprises qui relèvent de l'État, de faire parvenir le gaz sans aucune intervention de l'élément humain. Donc, l'élément humain, ça c'est l'origine du mal et nous travaillons actuellement pour éradiquer complètement cet élément humain ou bien pour éliminer complètement. Donc ça pose un problème, si on veut analyser le discours, ça pose un problème parce que vous avez ici un grand taux de chômage, un taux extraordinaire de chômage. C'est-à-dire que si vous travaillez pour éliminer l'élément humain, donc vous aurez donc quand même plus de chômage. Ça c'est un problème. Donc vous voyez, mais c'est très important, je sais. C'est-à-dire que même tous les grands certificats, c'est-à-dire reposent quoi? Ou bien si vous voulez réaliser un progrès, autant que possible, vous devez avoir recours certainement aux éléments, par exemple techniques. L'élément humain, ça c'est le dernier recours. Mais ici en Égypte, étant donné que nous avons par exemple une main-d'œuvre qui ne travaille pas, ça veut dire des chômeurs parmi les jeunes. Donc ça, vous aurez un problème. Et puis, en ce qui concerne aussi, c'est les investissements, les réalisations. C'est-à-dire que c'est la capitale, et puis après, il a mis l'accent sur, il a dit, hein, les projets sont des projets infrastructurels. Enfin, parce que c'est une réponse à un ensemble un certain nombre d'interrogations qui sont élevées, en fait, de la part des critiques et des observateurs. C'est que les investissements, ou bien les projets promis à Sharm el-Sheikh sont des projets qui ne touche pas l'infrastructure. Ça veut dire qu'une capitale administrative, il aurait fallu peut-être affecter ces sommes d'argent, par exemple, à d'autres projets infrastructurels dans d'autres régions. Il a pris soin de répondre à ces questions. Il a mis l'accent sur vraiment le caractère infrastructurel de ces projets. Or, là, ici, ce qui pose un problème, c'est que vous avez un État quand même, vous savez que la corruption, c'est-à-dire vous attendez, ou bien vous allez travailler pour éradiquer la corruption et ensuite vous pouvez donc construire.
Or, le seul problème, c'est qu'un investisseur, par exemple, qui vient en Égypte pour investir, il a besoin certainement de bons services gouvernementaux, par exemple le trafic. Parce que si par exemple vous essayez de renouveler votre permis de conduire, vous allez passer 2 ou 3 jours pour renouveler ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que parce qu'il y a l'être humain, c'est-à-dire l'élément humain qui travaille. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore introduit, par exemple, les moyens sophistiqués, les moyens technologiques pour remplacer l'être humain par d'autres éléments. Là, ici, vous aurez affaire à des tas de problèmes, ce qui certainement aura son impact sur l'investissement, voyez. Et puis après, les autres projets nous a donné des chiffres, bien sûr. Les chiffres, oui, sont des chiffres convaincants, c'est-à-dire que par exemple, pour le creusement du nouveau canal de Suez, il a dit nous avons réalisé, nous sommes arrivés à telle phase du projet et on s'attend à ce que l'inauguration ait lieu, par exemple, au mois d'août. Ça, c'est des chiffres très importants. Oh, oui, c'est important de donner des chiffres comme ça à l'appui, mais la question qui se pose peut-être, c'est que pour le public, c'est le dossier de la justice sociale. Ça, c'est un dossier très délicat. Ça, c'est vraiment... c'est la corde sensible, vous comprenez? Est-ce qu'il a parlé de ce dossier ou... C'est-à-dire que pour le citoyen ordinaire, il veut justement qu'on arrive quand même à résoudre ce problème. Parce que vous savez, quand vous lisez le journal aujourd'hui, vous allez voir que la déclaration du ministre de Développement économique, il a dit, c'est dans quelques mois, au début de l'année financière, la subvention va se réduire. Nous sommes tous pour la réduction certainement de la subvention. On veut élever la subvention. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'un dossier, par exemple, qui a été ouvert ce matin, je pense que c'est à Al-Masr-Elioum, c'est-à-dire, oui, lorsque vous achetez 1 kilo de tomates, par exemple, le kilo de tomates coûte 2 livres. Vous devez l'acheter à 2 livres. Or, parce qu'il y a un marché noir, il y a de grands commerçants qui manipulent le marché, donc vous êtes obligé de l'acheter, par exemple, à 12 livres ou 10 livres. Jusqu'à maintenant, donc, il y a quand même des exploitants, il y a un marché noir, et que, ça c'est le dossier de sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte aussi contre quoi? Il y a un terrorisme intérieur. Un terrorisme intérieur, ça veut dire quoi? C'est une sorte de corruption, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un marché noir ou des infractions pareilles, donc il faut vraiment mettre en place des mesures de sécurité très efficaces pour combattre ça. Vous voyez? Ça, c'est en général le discours du président. Puis après, et le dossier qui n'a pas été touché, qui n'a pas été abordé, c'est le dossier des législatives. Mais moi, je pense que le président ne peut rien faire parce que c'est une question qui revient en fait aux partis, les factions. Les partis politiques reprochent au président pardon, de ne pas avoir abordé ce dossier. Mais le problème majeur de ce dossier, en fait, est la responsabilité des factions qui sont fragmentées tout le temps. Tout à fait. On vient de suivre ce qui s'est passé au parti Eloi. Hier, il fallait l'intervention de la part du président pour résoudre le problème du plus grand parti, ou bien le plus ancien en Égypte. Oui, mais c'est le parti, oui, il y a une question. C'était comment se fait-il que le président a pu résoudre ce problème, réconcilier les deux partis comme ça avec quelques mots? Ça, le journal ne le montre pas. Par contre, là, vous ne trouvez pas que la présidence est consciente de ce qui se passe dans la rue égyptienne? Ça veut dire que au fur et à mesure, on parlait depuis quelques mois de quelques problèmes qui existent dans la rue égyptienne en général. Oui. Et là, ça a été évoqué par le président. Quand vous venez de dire, par exemple, que la capitale administrative du Caire, quand le président il a dit, voilà, il y a des discussions dans la rue, il y a des gens contre et pour la construction de cette capitale, alors je vous explique. Mais ça, enfin, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est conscient et il sait ce qui est comme souci, qui est considéré comme souci chez le peuple égyptien? Oui, c'est vraiment, la conscience existe, c'est-à-dire son discours, il fait preuve justement de détermination, de conscience, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas le problème du président, mais il y a quand même des questions qui se posent. Par exemple, vous savez, on a lu il y a quelques jours aussi, il y a quelques semaines, c'est qu'il y a 3 banques qui ont renoncé complètement à la marché, c'est-à-dire qu'ils ont quitté parce qu'ils ont étudié toutes les probabilités, ils se sont rendus compte qu'il y a des risques. Il y a des risques, c'est-à-dire que le climat de sécurité, le climat aussi de la loi d'investissement qui jusqu'à maintenant pose le problème, la loi d'investissement. C'est-à-dire que les investisseurs ont besoin vraiment de garanties qui pourraient toujours lui assurer la protection nécessaire pour les investissements. Et d'où la loi. Mais il y a quand même quelques problèmes, vous comprenez? Ce sont des questions qui s'élèvent et qui se posent justement et dont on cherche des réponses. C'est ça. Et oui, il est conscient, il est déterminé, il est tout ça, mais
Le problème, je dois vous avouer quand même, le problème est très compliqué. Hein. C'est-à-dire que 30 ans de corruption, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Oui, voilà. Malheureusement, on n'a plus de temps. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Hassan Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Merci. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir.